Et je lance l'enregistrement. C'est bon, merci. OK. Donc, comme je disais, on va essayer de décortiquer ça en plusieurs, disons, en 5 petits points. Je vais essayer de changer un peu le... OK, c'est bon. J'espère que vous voyez très bien. Donc, on va voir quelques définitions de c'est quoi l'économie quantitative, parce qu'on entend parler de ça dans tous les domaines. Je veux dire, dans les médias, on en parle. Et je vais essayer de donner quelques clarifications au niveau des définitions. Qu'est-ce qu'on entend par le concept d'économie quantitative? Ensuite, nous allons regarder ensemble c'est quoi les différentes branches. Quels sont les sous-domaines de l'économie quantitative. Ensuite, nous allons voir aussi c'est quoi, en tant qu'économiste quantitatif, quels sont les métiers qui sont offerts à nous. Et après, nous verrons quelques certaines activités et je vais finir par donner quelques éléments sur les prérequis pour embarquer une bonne carrière, c'est-à-dire une très bonne carrière. Pas, on peut tous, je veux dire, aspirer à devenir des e-quants, mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir pour faire une bonne carrière en économie quantitative. Donc, c'est le plan de maths d'aujourd'hui. Donc, je vais suggérer à ce que ceux qui ne parlent pas, s'ils peuvent fermer leur micro, à moins que ce soit une question. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main. Je pense que M. Diawara verra. Moi, je ne peux pas voir, mais il pourra m'interrompre pour passer la question. Donc, pour le premier point, je pense que le professeur a mentionné ça un peu, et puis M. Diawara aussi a donné un aperçu de ce qu'on appelle l'économie quantitative dans la présentation de l'Université Soumaré. Donc, l'économie quantitative, c'est quoi? On entend parler de ça, c'est quoi? Mais c'est d'abord, il y a d'abord un thème qui nous vient, je veux dire, à l'esprit. C'est le thème économie. Donc, l'économie quantitative, c'est d'abord une discipline de l'économie. Avant tout, c'est de l'économie. Donc, et maintenant, c'est quel type d'économie? En fait, c'est une forme spéciale d'économie qui s'appuie sur deux, et je dirais deux bases. Une première base qu'on appelle les méthodes mathématiques et une deuxième base qu'on appelle les méthodes statistiques, que je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Donc, c'est l'économie, c'est un peu comme un triangle. Donc, au sommet, nous avons l'économie et au niveau des deux bases, nous avons les méthodes mathématiques et les méthodes statistiques. Maintenant, ça crée l'environnement de l'économie quantitative, mais cette économie quantitative a besoin de ce qu'on appelle de l'outil informatique que vous connaissez, qu'on appelle la programmation informatique, qui est utilisé souvent pour les traitements de données. Donc, c'est l'outil qui est utilisé, en fait, pour pouvoir donner vie. C'est un peu comme l'économie quantitative. Il faut les trois éléments, l'économie, les méthodes mathématiques, les méthodes statistiques. Mais pour donner vie à ça, ça prend l'outil informatique. Donc, la programmation informatique, c'est ça qui donne vie à ces trois éléments, ces trois enchaînements, et qui donne vie à ce qu'on appelle l'économie quantitative. Maintenant, c'est quoi son objectif en réalité? L'économie quantitative, en fait, ça a été créé pour étudier les phénomènes économiques, avant tout. Étudier les phénomènes économiques. Mais on va les étudier d'une manière un peu différente. On va les étudier d'une manière, je veux dire, d'une manière active. Donc, en premier lieu, cette économie-là, ça sert d'abord à comprendre. C'est-à-dire, on regarde les phénomènes économiques, on regarde les agents économiques. Et il y en a plusieurs au niveau de l'économie, il y a plusieurs agents économiques. Vous savez, on a les individus, les ménages comme vous et moi, on a les entreprises, on a j'ai les entités, le gouvernement, on a les autorités monétaires, comme la Banque centrale, on a les producteurs de biens et services, on a les producteurs de biens intermédiaires, il y a le secteur, comment on appelle, le secteur étranger. Donc, il y en a plusieurs éléments, plusieurs acteurs dans la structure économique. Mais l'économie quantitative, en premier lieu, c'est d'abord de comprendre le comportement de ces agents économiques. Et vous qui avez déjà fait un peu de l'économie, vous vous souvenez, en fait, on va dire, une hypothèse fondamentale où on dit les économistes ils prennent des décisions rationnelles. Donc, le théorème de la rationalité. Donc, ça, ce sont les économistes qui ont observé et qui ont vu que, en fait, nous prenons des décisions sur une base rationnelle. C'est-à-dire, si on vous présente deux biens, vous allez choisir le bien qui vous apporte beaucoup plus d'utilité. Ou bien si on vous présente deux éléments identiques à des quantités différentes,
sûrement que vous choisirez, comme on appelle l'élément avec la plus grande quantité. Donc, ce sont des choix que les individus font. Donc, d'abord, c'est de comprendre le comportement. Et comprendre le comportement, ça prend une très bonne connaissance en économie. Parce que ce sont les lunettes économiques qui nous permettent de comprendre le comportement des agents économiques, les interactions. Comprendre ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, comme M. Diawara a présenté, l'économie quantitative, c'est d'abord au niveau le point de départ, c'est d'abord de vous donner ce qu'on appelle les principes d'économie pour pouvoir comprendre le comportement. Une fois que vous avez les principes d'économie, que vous comprenez le comportement, le deuxième point, c'est de modéliser. Ici, j'ai mis le mot modéliser en rouge. Modéliser les interactions de ces agents économiques. Comment les agents interagissent entre eux. Modéliser veut dire ici formaliser, c'est-à-dire essayer de comprendre mathématiquement. C'est là que vient le deuxième pilier qu'on appelle les méthodes mathématiques, qui vous permet de modéliser les interactions. Très important ici. Donc, il faut savoir quel outil mathématique est adapté à quel phénomène que vous avez observé en premier lieu. Donc, c'est de là que vient, comment on appelle, c'est pour ça que vous allez voir que pour les cours d'économie quantitative, vous allez voir beaucoup de cours de méthodes mathématiques. Et on va essayer de vous diriger pour tel problème économique, voici tel outil mathématique qui est plus ou moins adapté. Maintenant, le troisième point, ce qui est très important, c'est une fois que vous avez compris, vous avez modélisé, c'est comment prévoir ou anticiper. Toute la vie, je vais dire presque la vie que nous menons ici, un point important, c'est d'anticiper, c'est de prévoir. Je veux dire que si nous avons, en fait, si nous nous battons tous, c'est pour savoir anticiper, prévoir. Maintenant, prévoir, anticiper, ça veut faut d'abord bien observer, bien modéliser. Maintenant, pour prévoir, anticiper, ça va prendre ce qu'on appelle des méthodes statistiques. C'est de là que vient le troisième pilier, méthode statistique. Maintenant, une fois que vous avez compris, vous avez modélisé, vous maintenant prévoir, ça vous prend ce qu'on appelle un ensemble de données pour voir si est-ce que ce que vous avez observé, ce que vous avez modélisé, est-ce que ça tient, est-ce que ça fait du sens. Donc, c'est là maintenant que va rentrer en compte ce que j'appelle l'huile du moteur, c'est-à-dire que la programmation informatique, qui vous permet maintenant d'utiliser les données et de confronter ce que vous venez de faire à travers la réalité pour que vous puissiez donner des décisions éclairées, optimiser les politiques économiques. Donc, en réalité, les trois piliers de l'économie quantitative sont, comme j'ai dit tantôt, maintenant, ce qui est important, c'est de savoir la chronologie des événements, comprendre, modéliser et prévoir. Maintenant, rapidement, je vous donne en image, comme ce que je viens de dire. Souvent, les images parlent un peu plus. Regardez un peu comment ça se fait. Donc, l'économie quantitative, en réalité, c'est un ensemble de siècles. On va dire c'est trois siècles, entre guillemets, qui ont des intersection. Donc, il y a, comme tantôt je disais, il y a un premier siècle ou bien un premier sommet qui est l'économie. Parce qu'on dit d'abord l'économie quantitative. Donc, le premier sommet, c'est l'économie. Deuxième sommet, c'est les mathématiques. Et troisième sommet, c'est les statistiques. Donc, ça, le moteur, ce sont les trois éléments du moteur. On va dire les trois éléments on va dire peut-être de l'engin ou bien du moteur. Mais pour que le moteur puisse se rouler maintenant, ça prend de l'essence, de l'huile. C'est l'essence qu'on appelle la programmation informatique qui vient avec le traitement des données. Maintenant, comment se fait la liaison, l'intersection entre ces trois éléments? Quand vous regardez, il y en a des disciplines, et j'en ai vu beaucoup en Amérique du Nord, surtout au niveau du bachelor, vous allez voir, les gens, on dit bachelor en économie mathématique. Donc, en fait, en réalité, c'est des bachelors ou c'est des formations où la concentration, c'est l'économie et les mathématiques. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on forme? On forme des étudiants qui sont capables de comprendre la structure, les structures économiques et qui sont aussi capables de faire le lien avec les concepts mathématiques. Ceux-là, en réalité, en général, ils vont exercer comme des chercheurs, des adjoints de recherche ou des chercheurs ou bien des modélisateurs. Donc, des gens qui essaient de formaliser les phénomènes économiques que nous observons. Et en deuxième point, lorsque l'économie fait l'intersection avec la statistique, ce qu'on appelle la statistique économique, cela, on va les trouver en général dans les entreprises, dans les secteurs de marketing. Donc, ils comprennent l'économie, ils comprennent les interactions entre les agents
Maintenant, ils utilisent les concepts statistiques pour essayer de mesurer, donner prendre des décisions. Donc, ceux-là, ils font plutôt de ce qu'on appelle la statistique économique. Maintenant, un troisième point, c'est ce qu'on appelle la statistique mathématique. Ça se voit un peu plus ou moins, souvent c'est dans le département de mathématiques, mais il y a des universités aussi qui ont incorporé ça dans le département d'économie, ce qu'on appelle la statistique mathématique. Donc, ceux-là, c'est ceux-là qui poussent ce qu'on appelle la frontière de la connaissance, je veux dire, des techniques formelles. C'est ceux-là qui poussent, donc qui vont essayer de faire la recherche avancée au niveau de ces éléments-là que les autres domaines vont utiliser en termes, dans le domaine quantitatif. Maintenant, lorsque ces trois éléments sont combinés, donc le point d'intersection entre les trois, ce qu'on appelle, je dirais, un bon e-quant. En réalité, si vous faites l'intersection entre les deux à deux, vous vous appelez en quelque sorte un e-quant, mais moi je dirais que vous n'êtes pas un e-quant complet en quelque sorte. Vous êtes un e-quant, c'est comme il y a des économistes qui ont des failles, et il y a dans toute formation, je veux dire, on peut sortir avec des éléments qui nous manquent, mais un bon e-quant, c'est celui qui fait l'intersection entre les trois. Maintenant, lorsque les trois font l'intersection, il vous faut maintenant de comprendre quelques petits rudiments, ce que j'appelle l'essence pour pouvoir rouler la machine. Il vous faut une bonne dose de programmation informatique et puis comprendre aussi quelques langages de programmation, la manipulation des données. Et en réalité, à partir de là, vous sortez ce qu'on appelle un e-quant complet. Donc ça, c'est l'économie quantitative en images. C'est trois blocs en réalité. Maintenant, c'est quoi les avantages? Pourquoi est-ce qu'on crée les économistes quantitatifs? Bien, quel est l'avantage d'un économiste quantitatif? Les avantages relatifs par rapport aux autres économistes. En réalité, je veux dire, l'économie telle que c'est fait avant, c'était ce qu'on appelle une économie descriptive. C'est-à-dire, on va vous demander l'économie de la Chine, vous allez faire un bon exposé là-dessus, vous allez décrire. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont les économistes, en fait, on décrit la chose. Donc, on décrit ce qui est. Mais je veux dire, on ne va pas en profondeur pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Et l'économiste quantitatif, lui, son avantage, c'est d'aller plus loin que la description. Donc, l'avantage, pour d'un économiste quantitatif, c'est qu'il a une approche beaucoup plus formelle. Quand je dis formelle, c'est peut-être une approche formalisée, une approche qu'on peut expliquer avec, je vais dire, des éléments qui ne sont non discutables. C'est-à-dire, lorsque je vous dis, comment on appelle, lorsque je parle des préférences d'un individu, je peux mettre, comment on appelle, une formalisation, une fonction là-dessus. Et cette fonction sera comprise que vous soyez de n'importe quelle formation ou bien de n'importe quelle région du monde. Vous comprenez ça. C'est formel, c'est les outils mathématisés. Et puis, vous avez aussi une approche beaucoup plus rigoureuse parce que vous regardez en réalité, vous travaillez avec les éléments rigoureux. C'est rigoureux. Tout ce que vous dites peut s'expliquer. Tous les éléments que vous utilisez sont nécessaires. Il n'y a pas de superflu. Et ça vous donne une approche rigoureuse. Et puis, un troisième élément, ce qu'on appelle l'approche réplicable. C'est réplicable pourquoi? Parce que ça vous permet quand même je veux dire, quelque chose qui se passe aujourd'hui dans un environnement économique comme la Côte d'Ivoire et que vous avez fait une modélisation. Par exemple, on a mené une enquête en Côte d'Ivoire sur les entreprises et on a formalisé, on a déterminé les ensembles, on a tout fait. Une fois que c'est fait, c'est formalisé, on peut répliquer ça dans un autre environnement ou bien dans quelques années plus tard, on peut répliquer ça. Et c'est dans ce sens-là que la quantification qu'on appelle de l'économie est importante. Et c'est là où vient l'importance et l'avantage de l'économiste quantitative. Donc, en gros, l'économiste quantitatif, lui, il lui permet de faire, si je dois le résumer, une modélisation économique qui est beaucoup plus rigoureuse. Il comprend les relations causales de manière comment on appelle, explicable. Par exemple, je me souviens quand j'ai commencé les cours d'économie, euh,
à l'NCA, il y avait un de mes professeurs qui m'avait posé une question et il m'avait demandé, est-ce qu'il y a une relation entre la masse monétaire d'un pays et la quantité de pluie? Bon, est-ce que quand il pleut, est-ce qu'il y a beaucoup plus de monnaie qui circule? Et c'était une question, tout le monde a rigolé en classe. Mais en réalité, ce sont des questions très intéressantes. Donc, l'économiste quantitatif, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en profondeur, il va aller comprendre. Est-ce que cette relation causale existe? L'économiste quantitatif aussi, un de ses avantages, c'est qu'il peut faire des prévisions, il peut faire des planifications. Vous allez voir dans les ministères, dans les secteurs de planification, c'est rempli de, en fait, c'est fait pour les économistes quantitatifs. Parce que ceux-là, ils peuvent mettre des chiffres sur ce qu'ils voient. Et lorsque vous donnez des conseils je vais dire, à votre dirigeant, à votre supérieur, la personne parle avec certitude, parle avec des chiffres, en disant que monsieur le, qu'on appelle ça le gouvernement, si vous augmentez le salaire de temps, voici comment est-ce que ça va se comporter au niveau des entreprises. Voici ce qui va s'appliquer, qui va arriver je veux dire, comme effet au niveau de l'économie. Donc, vous savez, vous ne faites pas de politique de manière aveugle. Maintenant, ça vous permet aussi de faire ce qu'on appelle des orientations de stratégie, c'est-à-dire vous êtes en situation de, même pas de monopole, souvent vous pouvez être en situation de concurrence parfaite dans une économie donnée. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport aux autres? Comment est-ce que vous pouvez être plus compétitif, que ce soit au niveau national, au niveau international? L'économiste quantitatif, c'est son rôle aussi de pouvoir explorer ce secteur et de pouvoir donner des orientations stratégiques. Il y a aussi la quantification des risques au niveau de la prise de décision. Ça, c'est beaucoup en assurance, en finance. Et comme le professeur a mentionné, il y a eu des webinaires au niveau sur ça. Et puis, je ne suis pas très qualifié au niveau de... Bien vrai que j'ai fait la finance, mais je pense que les webinaires sur les risques, sur les assurances, ces webinaires ont beaucoup mieux développé. Qu'est-ce que l'économiste quantitatif peut faire au niveau dans ce domaine? Et puis, il y a aussi la promotion et l'avancement académique. Un exemple palpable, c'est le professeur Youssouf Soumaré, qui est un économiste quantitatif. Même s'il est financier, je sais que à la base, c'était un économiste quantitatif d'abord. Et, et c'est eux qui participent actuellement à l'avancement de la frontière de la recherche en finance, à la recherche universitaire. Donc, il compte aussi, c'est un avantage parce que lorsqu'il arrive dans ce domaine, il arrive maintenant à faire pousser cette frontière-là avec je veux dire, avec des recherches qui sont documentées, des recherches qui sont appuyées avec les données, qui sont appuyées avec les théories, qui sont appuyées avec les statistiques. Donc, en gros, c'est les avantages de ce qu'on appelle l'économie quantitative. Maintenant, on va essayer de maintenant voir les différentes branches. C'est-à-dire, vous savez maintenant c'est quoi le concept d'économie quantitative, quels sont les avantages, quels sont l'objectif de ce domaine. Maintenant, quelles sont les branches de l'économie quantitative? Quelles sont les branches qui existent? Si vous embarquez dedans, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'intérieur? Il y en a plusieurs branches. Vous allez voir, et après, l'économie, c'est l'économie, c'est la mère de toutes ces sciences-là d'abord. Maintenant, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une sous-branche, c'est ce qu'on appelle, vous allez voir ce qu'on appelle l'économie quantitative, qui est une sous-branche de l'économie. Mais en réalité, à l'intérieur de l'économie quantitative, il y a encore des sous-branches. Je dirais beaucoup plus même que l'économie quantitative est un peu comme c'est un peu comme une formation en filigrane, c'est-à-dire vous êtes passe-partout. Lorsque vous êtes un économiste quantitatif, vous excellez partout, parce que vous êtes bien formé, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit en finance, que ce soit en économie, que ce soit, je veux dire, que ce soit en statistique, en analyse de données, vous excellez partout. Comme tantôt, je prenais l'exemple de professeur Soumaré, c'est un économiste quantitatif, aujourd'hui qui est en finance, qui excelle en finance. Mais en réalité, il vient de cette cohorte de l'économie quantitative. Donc, quand vous êtes bien formé, vous excellez vraiment partout. Et on va essayer je vais survoler quelques branches. C'est pas une analyse exhaustive, il y en a beaucoup. L'économie, je veux dire, évolue, la société aussi évolue. Donc, ces économistes interviennent partout. Maintenant, un premier exemple concret, ça c'est un peu là où moi j'exerce, c'est ce qu'on appelle le domaine de la macroéconomie. Donc, la macroéconomie, comme son nom le dit,
pour ceux qui font l'économie ou qui veulent faire l'économie, c'est divisé en réalité en deux grands groupes. Il y a un qu'on appelle la macro. La macro, c'est l'analyse de l'économie dans son ensemble. Donc, on va analyser, c'est beaucoup plutôt des décisions au niveau pays, au niveau gouvernement. Donc, macro veut dire on fait l'ensemble. Et il y a le côté qu'on appelle micro, qui utilise les agents individuellement en profondeur. Donc, dans les premiers cours d'économie, normalement, sont censés les principes d'économie, principes des macro, principes des micro, sont censés enseigner à l'étudiant avant d'embarquer réellement dans le voyage de l'économie quantitative. Donc, un exemple concret, moi, je suis macroéconomiste. Je fais régulièrement les analyses sur ce qu'on appelle le PIB, j'analyse l'inflation, le taux de chômage, je veux dire, comment on appelle la position fiscale, la position extérieure des pays. Et il y a un document que nous écrivons qu'on appelle l'African Economy Outlook. Si vous arrivez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ces analyses-là qui se trouvent là. Mais je vais vous prendre un exemple très simple. Vous allez voir une graphique du PIB. Mais comment est-ce que le PIB est calculé? Vous allez voir que ce qui est en arrière, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de mains d'économistes quantitatifs pour donner ce qu'on appelle le seul chiffre qu'on appelle le PIB. Donc, en macroéconomie, vous pouvez intervenir. C'est une branche qui sort beaucoup. Ceux qui font aussi l'analyse de la conjoncture économique, il y en a dans tous les ministères maintenant. Il y a toujours comme on appelle, des briefs qui sortent, en fait, des petites analyses qui sortent chaque trimestre ou chaque mois pour essayer d'informer l'opinion publique de comment est-ce qu'évolue l'économie. Et ce sont les économistes quantitatifs qui, en réalité, qui sont à la base de cela. C'est eux qui font ça. Donc, c'est un domaine qui absorbe une très bonne partie des économies quantitatives. Il y a aussi en microéconomie, comme tantôt je l'ai mentionné. Aujourd'hui, quand vous allez, je me souviens que quand je commençais, à l'NCA ou bien quand on venait de finir même à l'INP. En réalité, quand vous regardez les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire, je ne veux pas mentionner de nom, mais beaucoup d'entreprises qui sont là, et même les banques, très souvent, on a embauché les gens qui occupaient des positions élevées. Ce sont les gens qui avaient des formations d'économistes. On va dire, il a étudié l'économie, il a fait ça. Mais maintenant, lorsque vous regardez, vous allez voir dans les boîtes de téléphonie, dans les boîtes de consul, ceux qui font les marketing, vous allez voir que ceux qui occupent maintenant les postes de responsabilité, ce sont ce qu'on appelle les économistes quantitatifs. Ce sont les gens qui prennent des décisions éclairées, des gens qui peuvent donner des conseils avec des arguments formels. Et je dis, mais l'exemple très, très simple aujourd'hui, aujourd'hui, le gouvernement, un élément important se dit que bon, les prix sont élevés, c'est-à-dire que la vie est un peu chère. Le gouvernement peut se dire, OK, si je baisse le prix du riz de 10%, quel serait son impact? D'abord au niveau des finances publiques, quel serait son impact au niveau de l'économie, quel serait son impact au niveau de la consommation et quel serait son impact au niveau du PIB? Est-ce qu'il va avoir un impact sur le chômage? Est-ce qu'il va avoir un impact sur tout? Et vous, en tant qu'économiste quantitatif, quand vous avez ces questions-là, vous souriez. Parce qu'en réalité, vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir argumenter par rapport à quelqu'un d'autre qui va dire, monsieur, si vous augmentez, si vous baissez le prix du riz de 10%, ah, je pense qu'il va avoir ça, il va avoir ça. Vous vous dites, non, je ne pense pas, il va avoir ça. Parce que vous avez mesuré, vous avez les outils nécessaires pour pouvoir argumenter. Et lorsque votre supérieur parle, il parle avec certitude. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de ces économies dans ce domaine-là. Un troisième domaine aussi, c'est ce qu'on appelle l'économie du travail, qui est un domaine aussi qui est très en vogue où les gens analysent le comportement du chômage, le comportement des salaires, pourquoi telle entreprise donne un tel salaire. Même en Côte d'Ivoire, dernièrement, je lisais dans un document, on disait que ce qu'on appelle le SMIC, donc le salaire minimum qui est fixé. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi c'est fixé à tel montant? Mais vous allez voir qu'il y a des analyses solides par les économistes quantitatifs en arrière. Le marché de l'emploi, beaucoup de choses qui sont faites par les économistes quantitatifs. Donc, c'est un domaine aussi qui absorbe beaucoup. Donc, il y a la macro, il y a la micro, il y a l'économie du travail. Un élément aussi où je travaille un peu là-dessus aussi, ce qu'on appelle l'économie internationale. C'est un peu ce qui analyse les flux, les échanges commerciaux, c'est-à-dire pourquoi la Côte d'Ivoire exporte beaucoup plus, mais si la Côte d'Ivoire veut exporter telle quantité, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, vous, en tant qu'économiste quantitatif, vous analysez qu'est-ce qu'il faut faire si, par exemple, disons, s'il y a une dévaluation, comment va se comporter les exportations, comment va se comporter les importations, comment va se comporter globalement les flux de capitaux. Donc, vous, en tant qu'économiste quantitatif, votre rôle, c'est de documenter cela. Et lorsque vous avez le domaine, vous êtes bien formé en économie, bien formé en mathématiques, bien formé en statistiques, et que vous maîtrisez les outils informatiques, vous êtes incontournable dans ce domaine ici. Il y a aussi le domaine de la finance. Et je n'en dirai pas plus ici, pour le professeur est là je veux dire, pour mieux nous éclairer là-dessus. La finance, lorsque vous êtes, je veux dire, vous allez dans le domaine, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle les quants. Ils sont nombreux. Moi, j'en ai rencontré beaucoup le long de mon parcours. Et tout cela, quand vous regardez, ils ont, ils ont très souvent, des backgrounds en mathématiques, en statistiques. Et le professeur même peut le dire, j'en connais plusieurs qui sont ce qu'on appelle, qui ont fait les MSc ingénierie financière, même au niveau de ma promotion, qui ont des maîtrises en mathématiques, des maîtrises en statistiques. Il y a même d'autres mecs qui étaient en doctorat en mathématiques, je vais dire en informatique, en physique, qui sont revenus se retrouver dans le domaine de la finance. Et ceux-là sont les meilleurs. Parce qu'ils ont en gros un bon background. Ils ont les deux bases qui sont là, c'est-à-dire les statistiques et les mathématiques, y compris l'informatique. Ils sont très bien formés là-dessus. Quand ils arrivent maintenant dans le domaine de la finance, c'est d'apprendre les concepts de la finance, comment ça fonctionne. Donc, ils apprennent maintenant le sommet. Ils ont une bonne base, ils apprennent le sommet et à la fin, ils deviennent les meilleurs. Donc, c'est pour dire qu'en finance aussi, vous allez trouver une bonne partie de cette famille là-bas qui excelle. Il y a l'économie environnementale, maintenant avec les changements climatiques. Vous allez voir ceux qui sont intéressés par ce qui se passe en économie, vous allez voir que beaucoup de, ils me comprennent même la balle. Dernièrement, tous les embauches que nous faisons et les stages, les consultants que nous engageons, on cherchait beaucoup plutôt les gens qui ont le background, je veux dire, au niveau du changement climatique. Parce on voulait essayer d'analyser quel est l'impact du changement climatique sur l'économie africaine. Et comme j'ai dit, l'économiste quantitatif, le e-quant, il n'a pas de barrière. Donc, il est comme je veux dire, en filigrane. C'est un peu comme quelqu'un qui se promène, je veux dire, dans n'importe quel domaine et qui excelle. Lorsqu'il dépose ses valises quelque part, il excelle. Donc, même dans l'économie environnementale, vous allez voir une bonne partie de cette famille qui excelle avec je veux dire, qui s'est donné des conseils avisés. Donc, ça, en gros, ce sont les différentes branches de l'économie quantitative. Donc, on a vu les définitions, on a vu les branches. Maintenant, je vais vous donner un peu quelques éléments au niveau des métiers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la carrière qu'un économiste quantitatif peut embarquer? En réalité, comme j'ai dit, l'économiste quantitatif, je le vois un peu comme, comment est-ce que je dois le dire, en fait, quelqu'un qui peut aller de partout, même dans le domaine de la santé, même dans n'importe quel domaine, qui peut aller partout. Donc, je vais essayer d'écrire un petit survol au niveau de la carrière, mais ce n'est pas limité à ça. Et vous allez en avoir beaucoup, dans tous les domaines. Donc, au niveau des métiers, j'essaie de segmenter en quelques blocs. Donc, il y a un ensemble, j'ai fait ça en petits blocs, mais comme j'ai dit, c'est pas une présentation exhaustive des différents métiers. Donc, un premier métier est ce qu'on appelle les enseignants-chercheurs. Donc, un très bon exemple, c'est le professeur Soumaré. Donc, ils se sont allés plutôt du côté de l'académie. Donc, même si maintenant il intervient beaucoup depuis quelques années, plus d'une dizaine, une vingtaine d'années dans le domaine pratique, vous voyez son nom partout, dans tout ce qui s'est fait au niveau appliqué. Mais il était d'abord, en fait, il est reparti d'abord au niveau de la recherche pour faire bouger les frontières au niveau de la recherche. Maintenant, il essaie maintenant de participer, comment ça s'applique au niveau de la vie courante. Donc, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les économistes de recherche. Un exemple, c'est un peu comme moi. Donc, je suis d'une formation e-quant,
Mais maintenant, je fais de la recherche, mais la recherche est un peu plus ou moins appliquée. C'est-à-dire, je suis dans une banque qui s'intéresse au financement des pays. Donc, lorsque les financements sont accordés au pays, en réalité, on va voir comment ça impacte l'économie de ces pays. Donc, on peut regarder l'économie en général, on peut regarder l'économie dans ces différents secteurs. Et l'économiste de recherche comme moi, nous, notre rôle, c'est d'informer le pouvoir public, informer le président de la banque, informer les différents les chefs d'État, informer les chefs de gouvernement, informer les, 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 les différents les décideurs dans les différents pays sur ce qui se passe, ou bien quelles sont les politiques qui doivent appliquer. Par exemple, je prends un exemple très simple. Quand j'étais en France, je travaillais à l'OCDE. À un moment donné, nous travaillions on travaillait sur l'économie française et on nous posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer au niveau des systèmes d'allocation familiale en France pour que ça marche mieux. Donc, c'est une question concrète. Vous avez le système d'allocation qui est là. On vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut changer pour optimiser ça? Donc, ça sont les économistes de recherche. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les ingénieurs statisticiens ou ingénieurs statisticiens économistes. Donc, c'est ceux qui finissent à l'INSEAD ou qui sont gradués à un MBA de l'Université Soumaré et qui sont maintenant dans les différentes entreprises de télécommunications, dans les banques, dans les assurances. Donc, c'est un ensemble de secteurs, c'est un métier aussi des économistes. Donc, on les appelle les ingénieurs statisticiens ou les ingénieurs statisticiens économistes. Comme ça que vous allez voir. Maintenant, un deuxième bloc, ce qu'on appelle le analyste quantitatif. Donc, ceux-là, on va les appeler, euh, en général, je veux dire, ils ne sont pas seulement limités dans un secteur donné. Leur rôle, on les appelle les analystes quantitatifs. Donc, eux, ils utilisent des modèles statistiques, mathématiques. Ils analysent les phénomènes économiques, financiers. Donc, vous allez les voir en général dans les banques lorsqu'on engage quelqu'un qui a fini son master, on va l'appeler analyste quantitatif ou bien simplement un analyste. Mais en réalité, s'il est analyste, c'est un analyste quantitatif. Donc, ça, c'est un élément. Et puis, il y a il y a ce qu'on appelle aussi les économètres. Donc, ici, je n'ai pas beaucoup insisté sur cet élément, mais l'économétrie, en fait, c'est un domaine, on va dire, un domaine de l'économie. Puis aussi, en fait, le e-quant, on peut le confondre un peu comme un économètre, mais le e-quant va au-delà de l'économétrie. Donc, l'économétrie, vous voyez, il y a le mot économie, et puis mètre, c'est mesurer. Donc, comme c'est la mesure, c'est essayer de comprendre les phénomènes économiques en les mesurant. Et donc, il y a les e qu'on appelle dans les départements un économètre. Mais en réalité, c'est un e-compte. Donc, eux, ils vont utiliser les relations entre les différents agrégats macroéconomiques, ils vont faire des prévisions économiques, ils vont analyser la conjoncture, ils vont faire ce qu'on appelle l'analyse d'impact. Donc, cela, on les appelle les économètres. Et puis, un autre groupe, ce qu'on appelle les data scientists, ça, c'est arrivé avec je vais dire, la venue des grandes bases de données, ce qu'on appelle les données à haute fréquence, les grandes bases de données, et aussi avec la solidité des outils informatiques. Donc, vous allez voir maintenant que l'informatique a beaucoup évolué, et ce qui fait que en fait, on a beaucoup de données, et en même temps, donc, ça prend vraiment des, des personnes très capables, très spécialisées, pour pouvoir soutirer l'information, pour pouvoir synthétiser l'information qui vient des données de ces grands ensembles de données. Par exemple, un exemple très simple, je vous donne un exemple. Quand j'étais au ministère des Finances du Québec, on avait conçu un modèle de prévision. Et ce modèle de prévision, c'était dans un ensemble de données. Donc, l'économie, on avait tellement de données euh, au niveau de l'économie Pardon. et on se posait la question, comment est-ce que ces données-là peuvent être utilisées pour enrichir les prévisions que nous faites dans ce qu'on appelle, je vais dire, les data scientists. Et vous allez les voir souvent dans d'autres domaines, on va dire, on va appeler ça un peu intelligence artificielle, machine learning. Tous ces éléments-là, en réalité, sont là pour soutenir ce qu'on appelle le data scientist. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert.
Et c'est ce qu'on appelle le data scientist. Donc, c'est celui qui, en réalité, analyse les données en profondeur. Donc, lui, ça lui prend une bonne dose de statistiques, une bonne connaissance de l'informatique et puis quelques outils en économie. Donc, on va les appeler data scientists ou bien big data ou data mining. En tout cas, il y a plusieurs noms qu'on peut les appeler. Et puis, il y a les ingénieurs financiers, puis ce qu'on appelle entre guillemets, les traders. Ce sont les gens qui travaillent sur les produits dérivés, qui font tout, mais en réalité, ce sont les e-quants. Il y a aussi ceux qui développent les logiciels financiers ou économiques. Donc, par exemple, des logiciels très simples hein, qui sont faits dans le domaine même de la téléphonie, des banques en ligne, des trucs comme ça. Tous ces genres de trucs sont conçus en réalité par des gens qui sont des e-quants. C'est pas seulement des développeurs, des informaticiens simples, mais des informaticiens qui ont une bonne connaissance de l'économie et des statistiques. Ceux-là qui arrivent à faire des logiciels qui sont vraiment adaptés parce qu'ils comprennent ce que l'économie veut, ce que les agents économiques veulent, ce qui est adapté aux agents économiques. Et puis, un autre truc aussi que je voulais parler, c'est que font les investissements quantitatifs. Donc, les gens qui proposent des stratégies qui optimisent les investissements. Donc, ça, c'est un ensemble de métiers que les économies quantitatives peuvent faire. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous pouvez en même en voir, comme je disais, dans le domaine de la santé, évidemment. Je suis allé en fait, dans un colloque que j'ai croisé, quelqu'un qui travaillait vraiment au niveau de la santé, essaie d'optimiser, mettre en lien les médecins avec les malades, optimiser. Mais il avait une formation de e-quant. Donc, dans n'importe quel domaine, vous allez voir qu'ils interviennent. Mais vous allez aussi voir dans le marché de l'immobilier. On n'en parle pas beaucoup en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un boom au niveau du marché immobilier. Mais actuellement, je vois très peu de e-coins dans ce domaine. Peut-être c'est parce que ce n'est pas encore formalisé. Mais voilà un domaine qui, demain, qui va absorber beaucoup de monde en Côte d'Ivoire. Ce domaine de l'immobilier. Comprendre comment ça se passe. Si l'État veut réguler, si l'État veut voir quels sont les leviers que l'État peut appuyer, s'il y a une politique monétaire, comment ça va affecter ce marché de l'immobilier, on a besoin de e-coins qui vont y rentrer en profondeur. Donc, c'est un domaine, je dirais, c'est un domaine qui est en train d'atteindre sa vitesse de croisière en Amérique du Nord, mais dans les pays comme l'Afrique, il y en a beaucoup, beaucoup encore à faire. Il y a encore des domaines où il y a encore des données qui manquent. Mais votre rôle en tant qu'économiste financier, c'est d'abord aussi de bâtir des données. C'est ce qu'on appelle les data scientists, ceux qui collectent aussi des données et qui les analysent. Maintenant, quels sont les différents secteurs d'activité où un e-compte peut travailler? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de secteurs d'activité. Mais je vais juste te donner aussi un aperçu de ça. Un élément simple, c'est les universitaires. Et je trouve que c'est la noblesse en fait de ce domaine. Un universitaire, c'est eux qui poussent la frontière. Et le professeur Issoumari est un exemple. Donc, c'est eux qui sont les e-quants, mais ils comptent la frontière de la connaissance. Il y en a d'autres qui sont dans les centres de recherche dans les consulting groups, dans les think tanks, il y en a beaucoup de e-quants qui sont là. Donc, c'est un secteur où vous allez trouver beaucoup, beaucoup et qui excelle beaucoup. Il y a pas très longtemps, il y a eu l'African Econometric Society qui a eu lieu à l'NCA. Et beaucoup de personnes qui sont arrivées, vous allez voir, c'était les anciens qui ont fait l'NCA ou d'autres universités, mais qui sont des e-quants. Et c'est là où l'université sous-marine veut essayer de mettre l'accent, c'est en train de mettre l'accent pour former ces personnes-là, pour que demain, quand vous sortez de l'université sous-marine, vous levez à la tête haute. Vous dites non, que vous êtes un e-quant. Et personne ne vous êtes, c'est ce qu'on appelle les stars sur le marché. Donc, c'est le premier secteur, je dis le secteur vraiment de prédilection. Après, maintenant, il y en a d'autres qui travaillent dans les organisations internationales. Ça, c'est un peu comme, je veux dire, un peu comme moi. Donc, les gens qui travaillent à la Banque mondiale, au FMI, à l'Organisation mondiale du commerce, à la BAD, CEDEAO, à Pristat. Tout cela aussi font un travail impressionnant, un travail intéressant. Donc, ce sont les e-quants, mais qui sont beaucoup plutôt dans les organisations internationales qui travaillent. Ils sont un travail diversifié, comme tantôt je l'ai mentionné.
Ça part de la macro en micro, en économie du travail, économie de la santé, l'économie de la finance, la statistique pure, la gestion des données. Donc, il y en a beaucoup. Et puis, un troisième secteur aussi où vous allez trouver beaucoup les e-comptes, ce qu'on appelle l'Institut de statistique. Et il y en a beaucoup. Vous allez voir, si vous allez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays, vous allez voir dans l'Institut de statistique, c'est rempli de e-comptes. Et même dans les départements de démographie, ceux qui font ceux qui font les projections démographiques, ceux qui font les enquêtes démographiques, c'est rempli de e-comptes. Donc, c'est là un secteur d'activité qui a aussi beaucoup. Et puis, en quatrième élément, il y a les organismes publics, tels que les ministères, les gouvernements. Eux aussi, ce sont des secteurs qui absorbent les secteurs d'activité. Vous allez trouver encore beaucoup de e-comptes. Et je me souviens maintenant qu'en Côte d'Ivoire, on me dit, il y a même des concours maintenant pour recruter des gens qui sortent, qui font des e-comptes, qui sortent. Donc, c'est un domaine qui absorbe beaucoup. Et il y a le secteur bancaire, les institutions financières, les fonds, les gestions de, qu'on appelle comment on appelle la gestion des fonds, les fonds de pension, ceux qui font au niveau de l'assurance. Donc, tout ce domaine bancaire et assurance, aussi, c'est un secteur d'activité pour les différents e-comptes. Maintenant, c'est quoi les perspectives? Les perspectives sont très bonnes. Euh, Très bonnes. Il y en a, en fait, c'est un secteur qui est florissant, c'est un qui est en vogue. Donc, les perspectives sont positives. Il y a, vu que vous allez vous en rendre compte, il y a une explosion des données dans les différents secteurs, dans les différentes économies. On a les outils maintenant qui sont encore beaucoup plus performants pour collecter les données. Donc, ça fait que le travail devient encore colossal, mais intéressant. Parce qu'on a beaucoup de données, on a des machines qui sont performantes et des questions économiques qui deviennent de plus en plus complexes. Des questions beaucoup plus en plus complexes. On se pose la question, par exemple, des très simples, puisque sur lequel je travaillais ce matin. On remarque qu'au niveau de les pays africains, il y a comme on appelle, il y a beaucoup de pays africains ont eu une monnaie qui ont perdu beaucoup de valeur par rapport au dollar. Et cette perte de valeur-là, ça a eu un impact sur les sorties de fonds. Il y a eu aussi la politique monétaire qui s'est faite dernièrement au niveau des pays développés. Vous vous rendez compte que, parce qu'on a vu que l'inflation était très élevée dans les pays développés, y compris les pays africains, donc beaucoup de pays et de banques centrales ont fait des politiques monétaires pour essayer de faire baisser cette inflation. Maintenant, bon, ça a marché pour certains pays, ça n'a pas marché. Ce sont des questions qui sont intéressantes pour l'économie quantitative. Ce sont des questions, les questions d'avenir. Et ce matin, j'analysais certaines de ces questions-là. Donc, si vous embarquez dans ce domaine-là, c'est vraiment des questions que vous attendent en macroéconomie. Et l'université sous-marée, en tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant, je vais dire, la place de prédilection pour vous. Si vous voulez avoir ces outils-là, ce bagage intellectuel pour pouvoir amorcer ces différentes questions d'avenir. Il y a la question des big data, qui est aussi très important. L'intelligence artificielle, ce qu'on appelle avec les machine learning, qui sont des questions importantes. Et puis, moi-même, j'exerce un peu exerce comme professeur aussi à l'Université Soumaré. Et lorsque j'enseigne le cours d'économétrie, je mets souvent l'accent sur ce qu'on appelle les données, les machine learning, en quoi c'est important, en quoi ça permet de raffiner ce que nous faisons comme analyse. Donc, ce sont des questions importantes, des perspectives d'avenir, les fintech, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle et même les crypto-monnaies qui sont vraiment en vogue. Comment on comprend ces éléments? Ce sont des perspectives d'avenir pour vous en tant qu'e-compte. Et il y a un élément aussi que je fais beaucoup maintenant à l'université Harvard, ce qu'on appelle l'économie comportementale. Donc maintenant, on essaie d'introduire le comportement on essaie de comprendre vraiment le comportement non, je dirais, non rationnel, c'est-à-dire le comportement changeant, le comportement des individus, on essaie de les introduire beaucoup plus maintenant dans les décisions macro, décisions micro, dans les décisions économiques. Donc, en tant que e-compte, si vous êtes, je veux dire, si vous embarquez dans ce domaine, voici un élément aussi qui pourrait vous intéresser.
Et puis, il y a l'économie verte, le changement climatique, qui est pas un domaine nouveau, mais les e sont arrivés ici, dans ce domaine nouvellement et qui sont maintenant en train d'éclater ce qu'on appelle les black box. Parce que c'est l'avantage d'un e lorsqu'il arrive dans un domaine, rien n'est acquis. Tout est mis en pause. Ce qu'il arrive avec les outils pour pouvoir dire ça, c'est pas bon, ça, c'est fait, ça, c'est vérifié à combien de pourcents, c'est pas vérifié. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les e-comptes. Il arrive pour remettre tout, pour challenger tout ce qui se passe. Donc, les domaines de l'économie, du changement climatique est un domaine aussi en vogue. Donc, ça, ce sont les secteurs d'activité. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est un domaine très attrayant. Je dirais un domaine qui, en fait, lorsque vous embarquez, vous ne tombez pas. Vous êtes à l'aise parce que vous traversez des choses inspirantes, des questions inspirantes. Et lorsque vous avez les outils nécessaires, vous êtes, je vais dire, vous réveillez le matin content parce que il n'y a rien de faire un travail où vous pouvez regarder, vous pouvez savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce que vous pouvez formaliser tout. C'est comme tout ce que vous faites, vous arrivez à voir réellement à quoi ça ressemble. Si on vous pose une question, je vais faire telle politique, telle politique. Si je fais ça, ça donne quoi? Vous, en tant qu'e-compte, lorsque vous faites, vous avez un résultat. Et ce résultat-là qui vous gratifie, qui vous donne en fait la joie de continuer. Donc, en réalité, c'est un domaine, je veux dire, très, très, très passionnant. Maintenant, bon, malheureusement, comme tout domaine passionnant, ça vous prend des prérequis. C'est pas tout le monde, c'est un peu comme disait, je vais dire, un ami, bon, on ne se lève pas le matin pour être champion de taekwondo. C'est vrai, bon, on peut l'être avec le travail, mais je dirais que dans la vie, c'est un peu comme ce qu'on fait un peu les mathématiques. Il y a deux bornes, ce qu'on appelle les combinaisons convexes. Dans toute chose, il y a ce qu'on appelle le travail et il y a ce qu'on appelle la dotation ou les prérequis. Mais cette dotation-là, même si vous ne l'avez pas au départ, vous pouvez essayer de les avoir. C'est ce qu'on appelle les prérequis. Vous pouvez essayer de les avoir et pour maintenant embarquer. Et avec le travail, vous, vous cherchez les prérequis qu'il faut, vous faites le travail, les deux associés, vous arrivez forcément à ce que vous voulez. Donc, je vais vous donner un peu un aperçu de certains prérequis. M. Diawara, lorsqu'en présentant l'université, a fait donner une panoplie des éléments qu'il faut pour faire le master en économie quantitative. Donc, c'est beaucoup plus exhaustif. Ici, je donne juste quelques éléments qu'il faut, quelques rudiments qu'il faut pour, selon mon expérience, pour devenir un bon e-quant. Même si je ne dis pas que je suis, je vais dire, je suis comment on appelle, je veux dire, un bon et bon. Je peux dire que je suis un bon, mais est-ce que je suis arrivé au sommet de l'e-quant? Je dis non, je dirais non. Parce que l'e-quant, ce qui est intéressant, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas un domaine fini. On continue toujours d'apprendre. Donc, vous voyez même devant moi, c'est dans mon bureau ici, j'en ai jusqu'à 3 écrans. Donc, 3 écrans, il y en a d'autres, il y a un ici qui est en train de rouler, des programmes informatiques. Donc, je continue d'apprendre, je fais des erreurs, j'apprends des erreurs, mais je ne m'arrête pas. Donc, rien n'est fait, il n'y a pas quelqu'un qui est coulé, tout le monde continue tous d'apprendre. Donc, en tant que prérequis, je dirais que un premier élément, et ça s'est fait très bien à l'Université Soumaré, c'est de vous donner d'abord les rudiments d'économie et en finance. Et ça, j'insiste beaucoup. Lorsque je prends les étudiants en économétrie, je vous dis, je vais vous donner les rudiments en économétrie, mais vous ne serez jamais un bon économètre si vous ne maîtrisez pas les théories économiques et les théories financières. Non, vous ne serez jamais un bon. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, il va être, comment on appelle, vous voulez être, je veux dire, un bon footballeur, un exemple très simple. Et puis, vous vous levez le matin, vous vous dites que bon, je vais être un bon footballeur. Mais vous n'allez pas apprendre c'est quoi un terrain de football, c'est quoi, comment se passe le football, ça se joue à combien. Si vous n'avez pas ces rudiments, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas que bon, le football, on ne prend pas avec la main, on ne fait pas ça, vous allez beau avoir le talent au pied, vous ne serez jamais un bon football. Donc, c'est pour ça que ça prend une compréhension des théories économiques et financières, premier élément. Et ce sont des principes d'économie. Mais la plupart des livres que j'avais ici, que j'ai dans mon bureau, beaucoup de ces livres-là sont des principes économiques pour comprendre la base. C'est ça qui importe. Et une fois que vous avez compris la base en économie et en finance, deuxième élément, c'est de comprendre les principes mathématiques. Les mathématiques, en général, je dirais,
bon, oh, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. C'est vrai que ça prend les aptitudes, mais ça s'apprend avec le travail. Donc, il faut comprendre ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, comprendre l'analyse. Ce sont les éléments qu'il faut pour comprendre, pour pouvoir embarquer une bonne carrière de e-commerce. Très bonne analyse, très bonne algèbre linéaire, très bon dans je veux dire, même les équations différentielles. Il faut être bon là-dedans. Et puis, il y a les statistiques. Statistiques, il y a les analyses de tendance, comment on appelle, les outils pour pouvoir faire des prévisions, pour pouvoir analyser, pour pouvoir dire avec certitude quelles sont telle décision est vraie à combien de pourcents, comment ça se passe, qu'est-ce l'intervalle de confiance de ce que je donne comme résultat. Donc, il faut aussi avoir une bonne connaissance en statistique. Et puis, un troisième bloc, c'est de maîtriser les outils informatiques. Ça, c'est vraiment important. Donc, il faut s'entraîner. Aujourd'hui, il y a les outils de machine learning, il y a les outils vous allez entendre parler de ça qu'on appelle les eViews, Stata, qui sont les logiciels euh, Stata, eViews, SAS. Tous ces outils-là nous permettent de pouvoir analyser les données. Donc, à vous maintenant d'apprendre ces langages, de comprendre, de maîtriser la programmation informatique. Et une fois que vous avez ces trois éléments qui sont là, donc la capacité de programmation, la compétence mathématique statistique et les connaissances des théories économiques financières, vous êtes maintenant préparé à embarquer à la carrière des e-comptes. Maintenant, vous êtes préparé. Maintenant, comment vous propulser? Qu'est-ce qui va vous propulser maintenant? Ce qui va vous propulser, c'est ce qui se passe maintenant actuellement. C'est-à-dire, vous devez pouvoir vous adapter à ce que se passe, les nouvelles technologies. Comment est-ce que vous pouvez utiliser, comment on appelle, les outils digitales, qu'on appelle ça même le digital actuellement, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir mieux faire ce que vous faites d'habitude. Ou bien, comment est-ce que vous pouvez aussi vous présenter? C'est-à-dire, vous êtes un e-quant, vous travaillez, un élément important, c'est de pouvoir rendre ce que vous avez fait. Rendre ce que vous avez fait, c'est une bonne connaissance de la langue, une bonne manipulation de la langue. Vous devez savoir vous présenter, présenter les résultats, présenter les faits. Et il y a aussi, maintenant, bon, avec la globalisation, il faut savoir aussi bien s'exprimer en anglais, bien écrire en anglais. Ça, c'est un élément important. J'insiste beaucoup là-dessus que lorsque je donne les cours à l'Université Soumaré, et très bien, les étudiants dans cette université, que ce soit en finance, en économie ou en statistique, ils ont une très, très bonne dose en anglais. Ils font beaucoup l'anglais. C'est ça qui va permettre de vous distinguer. Parce qu'une autre, je veux dire, en réalité, quand vous avez une bonne formation de e-compte dans les trois domaines les trois éléments que j'ai expliqués, vous êtes très bien préparé à faire tout. Mais ce qui va faire de vous maintenant la star du marché, c'est que vous maîtrisez les langues. Vous vous adaptez maintenant à la nouvelle technologie et vous connaissez maintenant, vous avez le flair, vous étudiez le marché. C'est-à-dire, moi, je prends l'exemple. Quand je me lève le matin, quand j'arrive à mon bureau, les premiers éléments que je fais d'abord, c'est de lire l'actualité économique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Tel journal, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pouvoir voir ce flair-là pour comprendre ce qui se passe et par rapport à ce que vous faites. Et quels sont les sujets qui se créent? Et qu'est-ce qui est intéressant d'aborder? Donc, vous devenez maintenant quelqu'un qui travaille sur les sujets contemporains. Donc, ça, c'est un élément important. Et puis, pour ne pas être trop long, je vais juste conclure ici en disant que les e-quants, c'est un domaine qui est incontournable. C'est comme on appelle, un domaine qui est passionnant, challengeant, mais qui demande aussi beaucoup d'aptitude et de motivation. Maintenant, un e-quant, si je dois le résumer, c'est trois éléments. Un premier élément, vous devez être un très bon observateur. Vous devez bien observer ce qui se passe. Observer sous l'angle économique, sous l'angle financier, mais devez être un bon observateur. Vous devez pouvoir très bien analyser et en fait dégager ce qu'on appelle les tendances, ce qu'on appelle les faits stylisés. Maintenant, un conseil pratique, pour moi personnellement, euh, j'ai toujours compris que non, tout s'apprend. Il faut avoir des talents, il faut avoir des dotations, mais une bonne partie, tout s'apprend. Donc, faut travailler dur et avoir la volonté. Et puis, quelque chose qui nous a beaucoup aussi aidé quand nous étions, je veux dire, à l'NCA ou bien à l'INP, c'est qu'on avait des modèles. Et un des modèles aussi, c'est Bossé Sousoumari, qui était major de promotion quand il était à l'NCA. Tout ça a été présenté. Ce sont les modèles. Quand vous arrivez dans cette école, on vous montre les différentes icônes. Et vous, en tant que personne, vous voulez les ressembler.
et vous regardez qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur manière de travailler pour vous inspirer de ces éléments-là. Et c'est ça qui va faire de vous demain. Même si vous ne les atteignez pas à leur niveau, pour ça, Youssouf le dit, je le dis ouvertement, et il le sait, il a été l'un de mes modèles ici. Mais je ne suis pas arrivé à son niveau. Mais le fait de regarder, le fait de chercher à tendre vers quelqu'un, même si vous n'êtes pas arrivé à la personne, vous arrivez à un mi-chemin, vous serez aussi bon, vous serez aussi bon dans ce que vous faites. Et d'avoir des modèles, d'avoir des anciens. Et c'est pour ça aussi que ceux qui finissent à l'université sous-marée, votre rôle, qui finissez maintenant, vous devez être très performant pour que les générations futures qui arrivent puissent vous prendre comme exemple. Vous dites, telle personne a fait l'université sous-marée, voici comment est-ce qu'il performe dans le monde et je veux le ressentir, je veux essayer de faire comme cette personne. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais vous dire merci beaucoup je vais dire pour votre, comme on appelle, attention. C'était un peu long parce que j'ai voulu essayer de détailler un peu plus les concepts. Nous avons encore quelques minutes pour entrer pour les questions. Donc, pour ce sommaire, M. Diawara, je termine ici pour la conférence. Donc, si vous avez vos questions, je vous laisse la parole et je vous dis merci. Donc, pendant les questions. Merci. Donc, je vais arrêter de partager et on va essayer de rentrer dans les questions. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Poupouin. Je ne sais pas si le professeur est en ligne, s'il est avec nous ou soit s'il est déconnecté. Je l'avais vu connecté tout à l'heure. Euh, ben, le temps qu'il se connaît, c'est de vous dire merci beaucoup pour cette brillante présentation qui a vraiment parcouru tout le point. Vous êtes parti déjà de la présentation, de la définition de l'économie quantitative aux différents métiers, et également les institutions qui peuvent aussi employer ces différents profils-là. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ça répond déjà à plusieurs de mes questions que j'avais déjà pris en note. Donc, merci. Maintenant, je ne sais pas si au niveau de la salle ou en ligne, si nous avons des questions, il faut juste peut-être, ceux qui sont en ligne, lever juste la main à travers le module réaction qui est juste en bas de votre écran et puis on vous donnera la parole. Est-ce qu'au niveau de la salle, il y a des questions? La professeure est là. D'accord, je laisse la parole. Oui, en tout cas, merci, Ibrahim, merci bien d'avoir pris le relais. Et puis, en tout cas, désolé encore, comme j'ai dit, j'ai un problème de connexion là où je suis. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Et on vous entend parfaitement. Voilà, c'est ça. Ok, Ibrahim, si tu peux arrêter ta caméra là, s'il te plaît, là, je pense que, en tout cas, pour moi, ça va me permettre d'être, peut-être que ça va me donner moins de problèmes de connexion. Alexandre, merci beaucoup, hein, vraiment, hein, comme je l'ai dit au début aussi, Alexandre est très vulgarisateur, donc comme vous avez pu vous en rendre compte, hein, la présentation a été faite avec une norme de pédagogie. Je sais que la dernière fois qu'Alexandre avait présenté, par exemple, là, après les étudiants qui sont venus nous voir, ils voulaient tous cette économie quantitative. Hein. Donc, c'est en tout cas, c'est vous montrer un peu comment est-ce qu'avec le local, vraiment, Alexandre a présenté ces thèmes-là qui sont très complexes, mais de façon très, très simple là, pour le commun des mortels. Et c'est ça l'objectif, en fait, qu'on vise aussi. Pour que les jeunes qui sont là puissent voir des modèles comme Alexandre, en fait, là, et cherchent à ressembler à eux. Et en même temps, comprennent aussi ce type de métier-là, mais s'ils doivent le faire, et puis la rigueur avec laquelle ils peuvent le faire aussi. C'est pour ça que j'ai bien aimé, en tout cas, les deux derniers slides. Les autres slides, je les ai bien aimés. Les deux derniers slides, où vraiment est revenu sur l'équipe et puis aussi les attitudes à avoir aussi si on veut vraiment exceller dans ces domaines-là. Et puis les conseils aussi, je pense que c'était très, très important. Et c'est important pour nos jeunes aujourd'hui de comprendre qu'il faut travailler. Et puis bon, si on veut atteindre quelque chose, il faut vraiment pousser pour aller vers en tout cas ce qu'on veut. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. Je vais m'arrêter là. Et puis bon, comme Ibrahim l'a dit, je suis... Je crois qu'on a perdu le professeur et comme il a dit, il a un problème de connexion. Ouais, je pense que le professeur a fini. Vous passez la parole maintenant ouais, pour qu'on puisse lancer la séance la séance des questions. des Q&A. Ouais. D'accord, on a une question en salle. Je crois que si tu peux te déplacer également pour poser la question. Vous vous présentez et vous posez votre question. Voici, tu peux là, c'est bon. Vas-y, je n'ai pas activé la caméra. Là, je suppose que, en tout cas, j'espère que vous avez entendu l'essentiel de ce que j'ai dit. On va passer à la période des questions. Oui, professeur, on a bien reçu. On a bien compris ce que vous avez dit. On a une question. D'accord, oui. Merci bien. Allez, Grava. Bonsoir, monsieur. Je suis Kofi Kaba, étudiant à l'Université sous-marine en économie. J'aimerais savoir, enfin, après votre présentation, il y a une question que me semble plusieurs se posent également. C'est de savoir, c'est quoi en réalité le problème aujourd'hui, puisque plusieurs s'interrogent de savoir
en économie, vu que plusieurs gens font de l'économie mais ne travaillent pas, n'ont pas un emploi. Alors, quel conseil, sinon, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population de gens là, et aussi nous qui sommes sur les bancs, à propos de ce sujet de dire qu'on fait économie et on ne travaille pas? Ok. Et je vois aussi une question aussi en ligne. D'accord. Euh, voilà, peut-être que s'il n'y a pas d'autres, on peut prendre d'abord ces deux premières questions. Et Et puis, donc, celle qui vient d'être posée. Je n'ai pas retenu le nom de celui qui a posé la question sur l'emploi. c'est Je n'ai pas pu Kofi voir. Kraba. Kofi Kraba. Ah, Monsieur Kofi Kaba, OK. Monsieur, Donc, donc, si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont formées, qui sont au chômage, c'est ça? Si j'ai, comment faire les conseils pour pouvoir trouver du travail? Est-ce que j'ai bien capté? oui, c'est ça, c'est bien ça. OK. Donc, je vais commencer par cette question de M. Kofi. C'est une question importante. Euh, En fait, je vais aussi prendre, avant de commencer l'analogie avec, vous allez voir, ceux qui ont connu la génération de ce qu'on appelle l'académie Mimosifcom. Bon, ça date un peu de quelques temps maintenant. Vous avez vu que il y a eu, en fait, ça a fleuri. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont fleuri. On a connu dans le temps ce qu'on appelle les Yaya Touré, des Kolo Touré, qui sont devenus des grands joueurs, mais qui ont commencé dans une académie qu'on appelle Mimosifcom. Et moi-même, tout petit, quand j'avais 10 ans, on n'est pas arrivé loin et on a arrêté, on a poursuivi l'école de son parti. Donc, en réalité, et il y en a, on était nombreux, on était un groupe d'une centaine, même 200. Mais ceux qui ont fleuri, vous allez regarder, c'est moins de 10, moins de 20 personnes. Certains sont allés sont orientés ailleurs. Pourquoi? Donc, en fait, la vie elle-même, est une sélection. Donc, maintenant, la sélection, comment on fait pour être sélectionné? C'est de mettre toutes ses chances de son côté. C'est là que vient ce qu'on appelle la formation de base. Qu'est-ce qu'on veut? Et comme le professeur a souligné, je veux dire, l'université sous-marine s'est donné pour mission de vous donner tout ce qu'il faut comme outil pour vous distinguer dans la vie, pour vous distinguer lorsque vous sortez comme économiste. Les économistes, il y en a partout. Il y a beaucoup d'écoles qui forment les économistes. Mais qu'est-ce qui va faire de vous le meilleur dans cet environnement? Vu que la vie est une sélection, qu'est-ce qui va faire de vous? Et c'est de là viennent les éléments que nous avons soulignés. D'abord, les éléments qu'il faut pour cette formation d'économie quantitative. Et puis, un élément important, c'est quels sont les professeurs qui enseignent ces outils-là. Quel exemple ils donnent? Qu'est-ce qu'ils donnent comme outil? Comment est-ce qu'ils présentent ces cours? Vous allez voir que l'université Soumaré, c'est une université en fait, qui est calquée sur ce qu'on appelle l'enseignement nord-américain. Donc, les gens qui enseignent, comme M. Diawara l'a rappelé, ce sont des gens qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience dans plusieurs domaines. Vous allez voir des gens qui ont de l'expertise dans les domaines, qui sont très pointus dans leur domaine. Donc, quand ceux-là, ils arrivent, ils vous donnent l'enseignement, ils vous propulsent déjà à un niveau donné, qui fait que vos compétiteurs, très peu de personnes peuvent se comparer à vous lorsque vous sortez. Donc, il y a d'abord la formation. C'est ça qui va vous distinguer. L'université où vous vous formez, les personnes qui vous forment, les, les différents domaines que vous apprenez, les cours que vous prenez. Lorsque vous regardez le programme, vous allez voir que quand vous sortez ce programme de e-compte, vous avez domaine en tant que-e-compte. Maintenant, ce qui va encore faire de vous le meilleur, c'est votre travail. Donc, l'université sous-marine va vous propulser quand vous sortez de l'université, va vous mettre à un niveau donné. C'est un peu comme un avion qui va essayer de se propulser, mais pour se maintenir en vitesse de croisière, c'est votre travail. C'est votre travail. Donc, moi, je crois en ce qu'on appelle la valeur du travail. Vous avez les outils que l'université va vous donner. Moi, en tant que professeur dans cette université, lorsque j'enseigne les cours d'économétrie, je mets beaucoup l'accent sur l'exemple. J'enseigne de sorte que quand vous sortez, très peu de gens peuvent se comparer à vous dans ce domaine d'économétrie. Mais bon, vous avez les outils, à vous de savoir les utiliser et de pouvoir montrer que vous êtes meilleur dans votre domaine. Donc, il y a une part qui est faite par l'université, une partie qui doit être faite par vous. Et si je vois beaucoup de personnes qui chôment, comme vous avez dit en économie, beaucoup se basent sur ce qu'on leur donne à l'école. Un,
sont pas, les formations, peut-être qu'ils peuvent ne pas être adéquates, mais il y a aussi le travail qui manque. Donc, quand les deux éléments sont réunis, c'est sûr que la probabilité que vous ayez un emploi, quelqu'un vous fasse confiance, est très faible. Mais lorsque vous êtes très bien formé, vous avez de très bonnes notes, vous suivez très bien les cours et vous avez une capacité de travail, je veux dire, exemplaire, la probabilité que vous ayez un travail, c'est un. Regardez les grandes universités, est-ce que les gens ne chôment pas? Vous allez voir les universités et la formation qui est donnée, il va arriver dans un moment donné où c'est vous qui allez décider là où vous allez travailler. C'est vous qui allez choisir là où vous allez travailler. Donc, c'est pas, je dirais, il y a deux éléments, la formation et votre aptitude. Maintenant, il y a une question aussi qui a été posée au niveau du site par monsieur Saré Ali, si j'ai bonne mémoire, et qui demandait, quelqu'un qui a fait un master en économie, comment on appelle, qui a fini son master de recherche en économie et développement et qui veut embarquer dans un master en économie quantitative. Je dirais que c'est très bienvenu parce que, comme je dis, tout réside dans ce que vous avez appris dans votre formation. Et moi, je veux dire, sans manquer je veux dire, si je dois briser le concept d'humilité, je dirais que lorsque vous êtes un économiste quantitatif, vous avez peur de rien. Parce qu'en réalité, vous êtes bien formé, vous avez toutes les questions, vous avez tous les outils en votre possession pour répondre aux questions. Maintenant, bon, vous avez déjà une formation en économie de développement. À vous maintenant d'identifier qu'est-ce que j'ai appris dans mon master en économie de développement. Tantôt, quand j'ai présenté les piliers pour être un bon e-quant. J'ai présenté les prérequis et j'ai présenté les piliers. À vous de regarder par rapport aux piliers qui sont présentés, par rapport aux prérequis. Qu'est-ce que moi j'en ai? Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Je connais certains masters en développement qui n'ont pas d'accent sur le côté mathématique, sur les outils mathématiques, sur les outils statistiques. Peut-être que c'est ça qui vous manque. En venant en économie quantitative à l'Université Soumaré, vous allez acquérir ces éléments. Donc, quand vous allez finir de là, vous allez voir qu'en réalité, vous n'allez pas perdre votre côté économie de développement. Vous serez toujours un bon économiste de développement, mais vous serez encore beaucoup plus quantitatif, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus déterminant et beaucoup plus incontournable des entreprises. Donc, ça serait un bon pour vous, ça serait un saut pour vous, pour votre carrière. Donc, je vous encourage fortement, vivement, si vous avez l'intérêt pour embarquer dans le domaine des e-comptes. Donc, ce sont les deux questions que j'ai vues. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions, monsieur. Je regarde sur le chat box, je ne vois pas tout. Oui, il y a d'autres questions. Je pourrais lire pour vous. OK, s'il vous plaît. Ouais. Qui veut prendre la parole pour les poser directement en s'assurant qu'il n'y ait pas de bruit là où ils sont. Oui, D'accord. En fait, la question qui suit, bon, on a déjà répondu à la question de M. Saré Ali. La seconde question, celle de M. Nyaleko. Il dit bonjour, félicitations à vous. Je suis en formation. OK. Pourrait-on avoir la présentation pour lui? Bon, ça, c'est oui, ça, je vais vous passer la présentation après OK. pour que vous distribuiez ça. Même s'il faut mettre ça en ligne, que vous distribuez, il n'y a pas de copyright ni rien là-dessus. Ouais. D'accord, OK, c'est compris. Je viens. On a une autre question qui dit merci, docteur, pour cette belle exposé. Où se trouve l'économie appliquée par rapport à l'économie quantitative? Oui, en Je fait, pense ça, que c'est une question. En fait, l'économie, si je peux répondre rapidement, hein. mais en même temps, C'est-à-dire, j'ai une autre question OK, allez-y. et quoi, quelle est la différence entre l'économie quantitative et l'économie simple? Donc, c'est deux Et questions qui sont l'économie? liées. Et l'économie simple. Un Ah, OK, économiste quantitatif et un économiste simple. OK. Si je répète. Attends, laissez-moi d'abord, je vais rapidement aborder ces deux questions-là qui sont presque liées, C'est et ça, puis on va d'accord. poursuivre. Ouais. En fait, la première question, quel est je vais dire, se situe l'économie appliquée par rapport à l'économie quantitative? En fait, l'économie appliquée, c'était le terme qu'on utilisait avant. C'est-à-dire, au départ, comme je disais, l'économie était une économie descriptive. Beaucoup sans manquer de respect, mais beaucoup des personnes qui ont été formées dans le temps au début, dans les universités. Et ça, c'était normal parce que quand les grands économistes comme les Keynes sont arrivés,
on a commencé à comprendre, on a commencé beaucoup plutôt à décrire, même y compris de ce qu'on est parti de Karl Marx, toutes ces personnes, à décrire le comportement des agents économiques. C'était une description. Mais maintenant, à un moment donné, on a commencé maintenant à faire une transition. On décrit, mais comment est-ce qu'on peut appliquer ce que nous voyons? Comment est-ce qu'on peut appliquer? Par exemple, un exemple très simple. On vous dit, un individu, lorsque son revenu augmente de temps, est-ce qu'il va augmenter sa consommation? Ce qu'on appelle je veux dire, ça, c'est la fameuse qu'on appelle la proportion marginale à consommer. Donc, on a commencé maintenant à appliquer. Donc, à appliquer les concepts, les théories économiques que nous voyons, les appliquer. Mais on les applique, je dirais que l'économie appliquée, c'est la partie passive de l'économie quantitative. Donc, on applique. Mais on applique, on reste un peu, on n'est pas actif. Lorsqu'on est un économiste quantitatif, premièrement, lorsqu'on arrive, même tout ce qui est appliqué, je veux dire, on essaie quand même d'être beaucoup plus incisif. Donc, on essaie de questionner ce que nous voyons, on essaie d'aller plus en profondeur. Parce que l'économiste appliqué, c'est un économiste qui comprend la théorie et qui peut essayer de l'appliquer, mais qui n'est pas forcément très doué en mathématiques, très doué en statistiques ou très doué en programmation informatique. Il peut avoir ces éléments-là, mais de manière, je dirais, plus ou moins rudimentaire, qui lui permet de comprendre ce qu'il fait. Donc, l'économiste quantitatif, je dirais, il est au-dessus de l'économiste appliqué. Quand bien qu'on dit appliqué, c'est-à-dire que on peut le comparer comme un sous-élément de l'économiste quantitatif, mais l'économiste quantitatif est au-delà. Il est au-delà parce qu'il vient avec des outils beaucoup plus solides que celui qui est juste l'économie appliquée. Mais il y en a beaucoup de secteurs où les gens peuvent faire l'amalgame en disant que l'économie appliquée, c'est un peu comme l'économie quantitative. Mais l'économie quantitative va au-delà de l'économie appliquée. L'économie appliquée, c'est la forme passive. L'économie quantitative, c'est la forme active. Et c'est l'un des éléments qui peut mettre, je veux dire, mettre en question, interroger ce qu'on appelle les concepts et les théories économiques que nous voyons. Mais l'économie appliquée n'est pas capable de revenir vers les théories économiques. Vous appliquez ce que vous voyez de manière passive. Mais l'économiste quantitatif, il applique et il peut venir contredire même les théories économiques en disant que vous avez dit ça, lorsque j'augmente le revenu d'un individu de tant pour cent, sa consommation va augmenter de temps. Mais je l'ai fait, j'ai vérifié au Kenya, j'ai vérifié en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Donc, je pense que la théorie n'est pas bonne. Et l'économiste quantitatif revient maintenant pour corriger la théorie, pour pouvoir mettre les choses au clair. Mais l'économiste appliqué, lui, on va seulement dire que ça augmente de 10%, ou ça augmente de 10%, OK, et ça s'arrête là. Donc, c'est un peu une petite nuance entre les deux. Maintenant, deuxième question, pour la différence entre l'économie quantitative et l'économie simple. Comme je disais tantôt, l'économiste quantitatif, d'abord, un économiste quantitatif, c'est d'abord un économiste. Si vous regardez les cercles que j'ai partagés, le premier cercle, d'abord, je vous ai toujours dit de maîtriser l'économie, la théorie économique. Donc, quand vous maîtrisez la théorie économique, vous d'abord, vous êtes déjà un économiste. Mais ce qui fait de vous encore que vous êtes meilleur, vous n'avez pas de complexe, c'est qu'en plus d'être un économiste, vous êtes un quantitatif. Donc, vous pouvez mesurer, vous pouvez dire les choses avec certitude. Et c'est ça qui fait de vous. Donc, l'économiste quantitatif, si je dois le dire, c'est un peu comme, comment est-ce que, si je dois le dire, c'est un peu comme que vous voyez quelqu'un qui, l'économiste, c'est quelqu'un qui, l'économiste, il connaît les outils, mais l'économiste quantitatif, il sait manipuler les outils. Il sait les manipuler, donc il est au-delà de l'économiste simple. Donc, je vais m'arrêter là pour ce point. Et si vous avez, s'il y a des exemples, si on revient sur cette question, je peux vous les donner. Mais je peux vous donner un exemple de ce que peut faire un économiste simple et qu'est-ce qu'il peut faire d'un économiste quantitatif. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre les deux, en fait. Merci beaucoup pour ces réponses assez claires. Je crois qu'on a on a une question dans la salle. On va prendre, je crois, les deux dernières questions. Et puis, et même dans le chat aussi. Et puis, Mhm. nous tirons allègrement vers la fin de la séance. Mais pour tous ceux qui ont d'autres questions, ils peuvent nous poser dans le chat, je crois, et qu'on va transférer à monsieur au point qui, lorsqu'il nous fera retour, on les transférera ces messages. C'est bon?
Donc, on a une question dans la salle qui va... Ouais, ouais. Merci. Monsieur, moi c'est William Demani, étudiant en master actuel à l'Université Sous-Marin. Vous avez fait une très bonne présentation, très bien détaillée. Dans votre présentation, vous avez fait par, au début de la présentation, des outils intéressants pour être un bon rhétorique quantitatif, tels que les mathématiques et les statistiques. Aussi, lors des prérequis, vous avez fait par des mathématiques et des statistiques. Je voulais savoir particulièrement, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les mathématiques et les statistiques? Merci. Mm. OK. Merci beaucoup, Monsieur William. Oui, en fait, ça, c'est une question, je veux dire, qui a toujours été posée. Est-ce qu'il y a une différence entre les mathématiques et les statistiques? Mais en réalité, les deux je dirais, même si les deux prennent, je veux dire, les deux domaines ont la même source, c'est-à-dire que euh, très souvent, vous allez voir, c'est que celui qu'on appelle mathématicien et celui qu'on appelle statisticien, les deux vont d'abord partir d'abord ce qu'on appelle les principes de mathématiques. D'abord. Donc, c'est un peu comme, je vais dire, les deux vont prendre la même source et puis en grandissant, les deux se distinguent. Donc, vous allez voir, la statistique va se différencier à quelques niveaux de ce qu'on appelle les mathématiques. Je prends un exemple très simple. Vous pouvez être quelqu'un qui est très bon. Et j'en connaissais des gens lorsque je faisais mon diplôme d'ISE, comme on appelle à l'NCA. Et ça donnait un exemple palpable de ce que vous avez posé comme question. On avait un ensemble d'étudiants qui venaient de partout. Nous, on venait de l'INP. On venait de l'INP, on avait fait 2 ans de mathématiques. On était bon, ce qu'on appelle en analyse, en algèbre. Bon, à l'INP, dans le temps, on ne faisait pas de statistiques. Et le seul niveau qu'on avait en statistique, c'est ce qu'on avait appris en terminale C. C'est tout. Et il y en avait des personnes qui venaient du Cameroun, du Niger, avec des 2 en statistique, d'autres qui venaient avec des 2 en mathématiques pures. Et quand ils arrivaient, on voyait que celui qui avait le 2 en mathématiques, en analyse fonctionnelle, il manquait les outils, même certains outils de celui qui avait fait, je veux dire, celui qui avait fait le 2 en statistique. Donc, les deux avaient des branches complètement différentes. Comme celui qui avait le DEA ou bien qui avait des outils avancés en statistique, mais qui ne savait pas aussi quelques notions d'analyse fonctionnelle. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, ces domaines se différencient, se distinguent. Donc, il y a ceux qui vont être bons en algèbre, en mathématiques pures, ce qu'on appelle euh, dans les différents ça peut être l'algèbre linéaire, ça peut être l'analyse fonctionnelle, ça peut être l'étude des nombres, beaucoup de choses. Mais ceux-là, ils ne sont pas forcément bons en statistique. Ou bien n'ont pas forcément les outils statistiques nécessaires. Peut-être le thème n'est pas bon, n'est pas approprié, mais ils n'ont pas les outils prêts en statistique. Raison pour laquelle on fait une distinction entre les deux. Mais sinon, je comprends la question. Les deux ont la même source. Pourquoi les distinguer? Mais on les distingue en réalité par expérience. Pour voir que les deux sont plus ou moins différents. En fait, les deux domaines interviennent dans différents mondes. Vous allez voir les mathématiciens purs ailleurs, vous allez voir les statisticiens ailleurs. Et même sur les cas de visite des personnes, vous allez voir mathématiciens ou statisticiens. Donc, c'est différent. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir ces backgrounds. Et là où je pensais que vous allez poser la question, parce que je l'ai mentionné en prérequis et je l'ai mentionné aussi au niveau comment on appelle, au niveau de ce qu'il faut avoir lorsqu'on finit. Mais c'est vrai que c'est ces deux domaines. Quand j'ai mis prérequis, ça veut dire qu'il faut avoir les rudiments, les premiers éléments pour commencer. Mais la formation, elle est faite pour polir ce que vous avez eu comme rudiment, donc ce que vous avez eu comme formation initiale. Donc, au cours de la formation, comme à l'Université Sous-Marin, dans les 2 années de formation du master en économie quantitative, on va aussi beaucoup polir ce que vous avez comme connaissances en mathématiques, polir connaissances en économie et polir vos connaissances en statistique, tout en vous faisant un bon programme qui parle bien les langues. Donc, tous ces éléments, vous allez les polir en cours de chemin. Mais malheureusement, il vous faut quelques-uns avant de commencer pour ne pas que la tâche soit trop lourde. Donc, je vais m'arrêter là pour cette question. Très bonne question. Et puis, bon, on peut
vous avez mon email pour continuer la discussion, n'hésitez pas. Merci beaucoup, monsieur Docteur Coquin. On va prendre la dernière question, vu qu'on a dépassé l'heure. Je crois que c'était une question de monsieur Conan. Il dit, je voudrais savoir si l'économie quantitative propose des avantages dans le domaine de l'entrepreneuriat ou, je vais bien dire, ou dans d'autres termes, si l'économie quantitative peut aider quelqu'un qui suit une carrière entrepreneuriale. Oui, ça, c'est une très bonne question. Oui, parce que tantôt, c'est vrai que c'est un élément que je n'ai pas, sur lequel je n'ai pas insisté, mais l'économie quantitative, ça commence d'abord, avant même d'arriver à l'entrepreneuriat, ça commence d'abord par vous-même, en tant que personne. Vous allez voir, quand vous êtes un économiste quantitatif, vous-même en tant que personne, vous changez, votre décision change. C'est-à-dire, il semble simple, c'est-à-dire que même la gestion de votre ménage, vous vous orientez dans un autre niveau. Vous avez des perspectives différentes. Vous allez voir que je n'ai pas dit que vous allez finir, vous allez devenir meilleur que celui qui n'a pas fait l'économie. C'est pas ce que je veux dire, mais vos argumentations, vos analyses, vous pouvez dire aujourd'hui, j'ai envie d'investir dans tant de temps, dans tel secteur. Pourquoi j'ai investi dans tel secteur? Pourquoi je veux placer notre fonds familial dans tel secteur? Vous analysez. Donc, vous-même, en tant que personne, vous êtes différent. Vous devenez une différente personne. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, lorsque vous êtes différent vous-même, vous êtes transformé. Vous êtes un e-compte par prédilection. Vous êtes vraiment différent. Maintenant, lorsque vous engagez une activité entrepreneuriale, puisque vous êtes changé, votre manière même de comprendre l'entrepreneuriat va être différente. Vous n'allez pas, par exemple, l'exemple simple, vous n'allez pas venir et dire, bon, je veux vendre du pain. Vous n'allez pas vous lever le matin et vous installer dans un kiosque quelque part là en train de vendre le pain. En tant que l'économiste quantitatif, il va dire, je vais aller faire une analyse en profondeur. Il y a combien de pain dans le secteur? Combien se pratique le pain? Quelle est la distance où je suis? Ça reste ce qu'on appelle l'économie, comme on appelle l'économie entrepreneuriale ou bien d'autres types de secteurs d'économie. Oui, oui, il y a combien de personnes qui sont placées par rapport à côté de moi? Quelle est la distance qui me sépare par rapport aux autres? Quelle est la quantité de personnes qui habitent dans mon secteur? Quel est le prix que je peux donner dans à mon pain pour que je puisse avoir un avantage concurrentiel? Donc, vous, en tant que e-compte, vous n'allez pas, vous allez prendre des décisions éclairées personnellement sur vous, personnellement sur vos business. Donc, vous êtes complètement transformé. Et c'est pour ça que vous allez voir la grande différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui font, et ceux qui, bon, ceux qui n'ont pas de formation e-compte. Parce que le hasard aussi existe. Vous pouvez faire du hasard et ça marche. Vous pouvez faire un truc sans même des analyses et bingo, vous tombez sur la bonne décision. Ça arrive. Mais en tant que l'économiste quantitatif, on n'est jamais surpris. Jamais. Ce qui arrive, on peut même l'expliquer. On pourrait même l'anticiper si on a été très tentatif. C'est que j'ai mentionné le mot bien observé d'abord. C'est un élément important de l'e-compte. Donc, si vous êtes un entrepreneur, ça doit complètement changer votre vision de l'entrepreneuriat. Sinon, vous n'êtes pas bien formé. Je vais m'arrêter là. Alors, merci beaucoup encore une fois de plus à monsieur Je ne Coquin. sais pas s'il y a encore d'autres questions. On peut les prendre, hein? Donc, je pense que Oh, on peut les prendre, ouais. On peut les on peut prendre, les ouais. prendre, d'accord. Le professeur est Ouais, ouais. disponible pour nous aujourd'hui, on a de la chance là. Donc, c'est ça. Mais je crois que on n'a pas vraiment d'autres questions. Est-ce que dans la salle, nous avons d'autres questions? Non, dans la salle, pas d'autres questions. D'accord. Est-ce que j'ai une autre question? Non, la deuxième question, la question qui est dans le chat là, concerne plus les cours qui, l'administration de l'université. On se chargera OK. de lui répondre en privé. OK. Donc, merci beaucoup, Monsieur Coquin. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant que moi je déroule la suite des programmes. Oui, non, d'abord, c'est pour dire merci beaucoup au professeur Soumaré. C'est toujours, je veux dire, pour nous, un plaisir, puis d'abord un honneur de nous associer à ce qu'il fait. Comme vous avez dit, peut-être vous qui êtes sur le terrain, vous n'avez pas vraiment conscience de ce que représente le nom Soumaré. Nous qui sommes ici en Amérique du Nord, nous savons tous ce que représente ce nom. Donc, être associé, participer aux journées carrière de l'université, c'est d'abord pour nous un honneur et aussi de partager nos connaissances et partager nos expériences, qui, je veux dire, aussi, si ça peut, c'est d'inspirer un peu la jeune génération
pour, même s'il ne peut pas tendre encore vers le professeur, au moins tendre vers nous autres qui sommes en train de tendre vers le professeur. Donc, ce qu'on appelle, je veux dire, convergence par morceaux, si ça peut vous inspirer. Donc, je dis merci beaucoup au professeur Soumaré, merci à l'Université Soumaré, merci beaucoup aussi à l'administration, M. Diarra, pour l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir de partager, de faire ce chemin. Et je reste disponible. Vous pouvez aussi partager mon contact avec tous les participants, que je remercie beaucoup pour leur attention. Donc, n'hésitez pas à me... Je suis souvent à Abidjan. Actuellement, je suis en dehors, mais je suis souvent à Abidjan. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, en tout cas, ferait un plaisir de répondre à vos questions. Je reste disponible. Merci beaucoup, M. Diawara. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Coquin. Merci pour cette brillante présentation. Merci pour avoir répondu à tous nos participants, à toutes les questions qui ont été posées. Vraiment, c'est vraiment très apprécié. Comme le professeur l'a dit, vous intervenez à chaque fois qu'on vous demande, malgré votre agenda assez chargé, que je connais. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, pour les autres participants, si nous avons peut nous accorder juste 5 minutes, je vais probablement terminer ma présentation sur l'Université Soumaré. Mais avant cela, pour la suite du programme, c'est que nous sommes dans nos journées portes ouvertes. Nous avons commencé le lundi 29 juillet, avec un webinaire sur la finance quantitative. Et donc, on a eu la vice-présidente de MT Bank aux États-Unis avec le directeur des RICS de la BNI qui anime une conférence sur un webinaire à deux sur les métiers de la finance quantitative et ses opportunités. Le mardi 30, c'était avec la statistique et les data science de Mathieu Diaoula, qui réside aux États-Unis. Hier, mercredi, c'était avec M. Barry, de Alliance de Lead Assurance, qui est directeur technique, directeur de l'actuariat, et aujourd'hui avec M. Dr. Alessandre Coucouin. Demain, c'est le panel. C'est le panel à 15 heures au sein de l'Université Soumaré. Ça se fera aussi en ligne avec le Monsieur Barayko Saliou, c'est bien ça, ex-directeur de Souno Assurance et ex-président de l'ASACI. Nous avons aussi M. Paul Angua, qui est responsable des RICS au niveau de la BAD, la Banque africaine de développement. Et nous aurons aussi Mme Yédé, Christine, qui est toujours en tout cas aux États-Unis là, avec MT Bank. Donc, il se peut aussi que nous aurons d'autres participants. On attend de le confirmer et puis on vous reviendra là-dessus. Donc, ça, c'est demain. Mais vous pouvez partir à tout moment de 9 h à 16 h nous voir. Nous avons des conseils d'orientation qui pourront orienter les étudiants et les nouveaux bacheliers sur les profils de carrière et même les filières qu'ils souhaitent faire et possiblement aussi faire votre demande d'admission. Et ben, voilà, pour la suite du programme. Ça continue. Nos journées portes ouvertes continuent jusqu'au dimanche, le dimanche prochain. Et ça finira à 14 h le dimanche. Donc, vous pouvez passer nous voir, poser des questions. On essaiera de vous répondre à ces questions. Ou même nous appeler. J'ai mis le numéro et les adresses de l'Université Soumaré dans le chat. Vous pouvez les regarder et puis nous joindre si possible. Là, que je vais partager la présentation, ça c'est concernant, je, je terminerai avec les demandes d'admission, comment ça se passe chez nous. Ok, je ne sais pas. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Si vous voyez, je veux juste... vous voyez dans la salle? OK, donc c'est bon. Donc, comme je l'ai dit, nous offrons que 4 filières de formation, la finance quantitative, l'économie quantitative, la statistique et l'actuariat, de niveau licence en 3 ans et master en 2 ans, y compris 3 mois de stage que nous offrons même. Et l'une des avantages qu'on offre, c'est qu'avec notre licence 3, vous avez la possibilité de passer le concours d'ingénieur statisticien de l'INCA. En tant qu'université privée, nous faisons partie vraiment des rares universités privées en 3 ans à le faire. Nos diplômes aussi sont homologués par l'État ivoirien. Donc, pour les demandes d'admission, d'abord, il faut avoir une lettre de motivation. Pour les nouveaux bacheliers, vous pouvez l'avoir sur notre site. On a également le formulaire des demandes d'admission qu'on doit aller remplir aussi, et puis on a le curriculum vitae. Toutes ces informations, vous pouvez les avoir sur le site de l'université et les remplir. On aura besoin aussi de relever des notes parce qu'on doit faire l'étude de dossier. Parce que ça se fait, la demande d'admission se fait en 3 étapes. La première étape, c'est
Vous faites votre demande de dossier et nous, votre demande d'admission, on va l'analyser. Quand le dossier sera bon, on va vous inviter à passer un test de niveau mathématique terminal D ou C. Et ensuite, si les conditions sont remplies, vous pouvez intégrer nos programmes. Donc, pour la demande de dossier, c'est ce que je signifiais tantôt. Et on aurait besoin de 2 lettres de recommandation qu'on pourra également vous orienter là-dessus. Les frais d'analyse de dossier sont de 25 000 francs, mais exceptionnellement, pour la journée porte ouverte, on l'a fait vraiment à 5 000 francs pour le nouveau bachelier. C'est ça. Maintenant, nous avons des dates vraiment très, très critiques, en fait, des dates limites pour les dépôts de demande de dossier. Pour le nouveau master, c'est jusqu'au le 17 de ce mois, le 17 août, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et la licence, c'est jusqu'au 14 septembre. On a les examens qui sont prévus pour le nouveau master du 19 au 24 août et la, ceux de la licence du 16 au 21 septembre. Donc, on a plusieurs rentrées, comme je l'ai dit, hein, d'entrée de jeu. On a la rentrée de septembre. Nous avons la rentrée aussi de mai. Et puis, on a une de janvier et on a une troisième rentrée qui se fera aussi en mai, quoi, vraiment comme le système nord-américain au Canada, comme ça se fait. Donc, voilà un peu dit succinctement les différentes conditions pour rentrer chez nous. Donc, ouais, parce qu'on a une gouvernance aussi sur laquelle aussi on se bâtit. Au niveau de notre conseil d'orientation stratégique, nous avons bien évidemment le professeur Soumari, mais on a également le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières, la BRVM, M. Koussi, docteur Koussi. M. Paul Angor aussi de la BAD fait partie de notre conseil d'administration. Nous avons Mama Keita, qui est directrice du bureau régional de l'UNECA, qu'on appelle Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. On a aussi Dr Hugues Kwadjo, qui est le directeur général de l'ENCA. Comme je l'ai dit, on a un partenariat qui nous lie vraiment avec l'ENCA. On a le directeur de la compagnie Alliance, qui est devenu maintenant Salam Alliance, IRD, Mamadou Kone, qui est aussi président de l'association des assureurs du Côte d'Ivoire, ASACI. On a M. Francis Mensa, qui lui est vice-président et administrateur de Monnaie Royale au Canada. Ça, c'est une banque au niveau canadien. On a Albert Zekaf, qui a même fait une conférence ici l'année dernière, en 2023, qui est directeur régional pour l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo, les Sao Tomé et Principauté, pour la Banque mondiale. Donc, on essaie de capitaliser sur ces personnalités-là. On a aussi les membres du conseil d'orientation, membres du conseil scientifique. Donc, nous avons des membres vraiment de très hauts chercheurs, tels que par exemple Charles Adjazi de l'Afrique du Sud, M. Christophe Eli qui est lui au Canada, et pas mal d'autres. Vous pouvez les voir également sur nos sites Internet et autres si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous invite à passer nous voir, à faire votre demande d'admission, même à prendre plus d'informations sur notre site, en fait, nos différentes pages des réseaux sociaux, LinkedIn, WhatsApp, Facebook. Mais également, je vous invite vraiment fortement à passer nous voir, surtout ce samedi, où nous aurons la présence effective du professeur lui-même qui sera à l'université, qui pourra répondre à toutes les questions, donner des orientations, en plus des différents conseillers d'orientation qui sont sur place là. Donc, sur ce, merci et à demain 15 h pour le panel avec les personnalités que j'ai citées. Merci à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci.